Alors, dans cette vidéo, on poursuit la leçon C7L1 qui porte sur les équilibres acido-basiques. Et avant de poursuivre plus loin dans la leçon, il faut que je fasse un petit point. On m'a fait remarquer que j'ai fait une erreur sur la première vidéo. Je l'ai corrigée dans la description, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je refais un point avec vous maintenant. La correction porte sur l'expression générale d'une constante d'équilibre acido-basique. La formule, elle est correcte, hein, c'est bien 10 puissance plus ou moins valeur absolue de delta pKa, c'est-à-dire l'écart entre les pKa qui figurent sur le diagramme de prédominance. Là où il y a une correction à apporter, c'est ici. On met le signe plus si les espèces sont incompatibles et le signe moins sinon. Par inadvertance, j'avais interverti les deux. Donc pour bien revoir avec vous ces deux notions, je vais les rappeler. On dira que les espèces sont incompatibles si leurs domaines de prédominance sont disjoints. Donc je vais entourer ici en rouge pour vous montrer ce à quoi ça correspond. On aura des espèces incompatibles si on considère AH du premier couple et B- du second couple. Si je hachure les domaines de prédominance correspondants, AH ce sera en dessous de pKa1 et B- au-dessus de pKa2. Dans le cas contraire, eh bien, ce sera la situation en vert. Je vais souligner les espèces. L'espèce A- et l'espèce BH sont des espèces qui ne sont pas incompatibles. Les domaines de prédominance, eh bien, ils se recoupent dans la zone de pH comprise entre pKa1 et pKa2. Et donc, par conséquent, on aura une réaction entre A- et BH qui sera peu avancée. Donc retenez bien ça et vous allez voir qu'on aura à réappliquer cette formule beaucoup de fois dans les paragraphes grand 3 et grand 4. Alors justement, dans le paragraphe grand 3, on va s'intéresser à l'application de la méthode de la réaction prépondérante. Mais avant de faire cette application, eh bien, petite interro surprise. Celle-là, je suis sûr que vous ne l'avez pas vue arriver. Donc, c'est pas une blague, hein. Vous prenez vos affaires, vous les pliez, vous prenez une feuille blanche, je vais vous donner le sujet de l'interro, vous rédigez, vous corrigez ensuite, et vous reprenez la vidéo seulement une fois que vous l'avez fait. Le sujet, c'est pas très dur. C'est sur votre feuille blanche, sans l'aide du cours, reconstruisez chaque bloc de l'algorithme de la réaction prépondérante, celui dans lequel on avait expliqué la méthode pour arriver jusqu'à la composition finale d'un système. Je vous laisse quelques minutes pour faire ça et ensuite on reprend. Ok, donc j'espère que vous avez bien fait votre interro. Concernant l'application de la méthode, alors on reprend sur le document, je vous mets tout d'abord les buts de cette méthode en vous disant que à chaque fois on vous demandera d'appliquer l'algorithme que vous venez de revoir. On doit apprendre à formuler et à vérifier des hypothèses et on établira des formules pour calculer le pH dans certaines situations. Ces formules, autrefois, on demandait de les apprendre par cœur, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, c'est plutôt de savoir redémontrer ces formules, c'est-à-dire appliquer la méthode de la réaction prépondérante. Et vous allez voir que dans cette leçon, si vous avez le moindre doute sur comment répondre à une question, appliquez cette méthode, ça va vous sortir de votre impasse. Alors, on commence sur un premier exemple qui est très simple, le cas de l'eau pure. Donc, l'expérience fictive qu'on se propose de réaliser est la suivante. On considère un bécher voilà, dans lequel on va mettre de l'eau pure. Alors, dans l'eau pure, il n'y a qu'un seul type de molécule, H2O. Et par application de la méthode de la réaction prépondérante, on nous demande d'établir la composition finale et d'en déterminer le pH de l'eau pure. Pour ça, on se souvient que l'eau est une espèce amphotère, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme base et comme acide dans deux couples différents. On va donc mentionner ces couples sur un diagramme de prédominance gradué en pH. A14, c'est le couple H2O, HO-. A0, le couple H3O+, H2O. Petit rappel, on note toujours les acides à droite, en dessous de la valeur du pKa, alors que les bases seront écrites à gauche de la flèche et au-dessus de la valeur du pKa, ce qui correspond aux zones de prédominance. On fait l'inventaire des espèces pour commencer. Et cet inventaire, je vais le réaliser en soulignant en rouge les espèces présentes. Mais lorsqu'on considère de l'eau pure, on n'a mis que des molécules d'eau, les voici, et pour avoir la réaction prépondérante, on doit chercher l'acide le plus fort et la base la plus forte. Les acides, on regarde du côté droit du diagramme et on cherche celui qui est présent et le plus bas dans le diagramme. Ici, c'est l'eau. Du côté des bases, à gauche,
on doit regarder la base la plus forte, donc on cherche la plus haute sur le diagramme, et vu qu'on n'a que de l'eau, forcément, ce sera l'eau qui va jouer le rôle de base la plus forte. À partir de là, la réaction prépondérante a lieu entre ces deux composés. On écrit donc 2H2O donne H3O plus HO-. La constante d'équilibre correspondante, eh bien, on va pouvoir l'exprimer en fonction d'une constante particulière, qui est le produit ionique de l'eau. Là, ici, cette réaction, c'est l'autoprotolyse. Donc, K0 est égal à KE, le produit ionique. Et on sait que KE vaut 10 puissance moins 14 quand on est à 25 degrés Celsius. Si on établit maintenant un tableau d'avancement, ce sera des tableaux d'avancement assez succincts que je vais écrire ici. À chaque fois, on aura un état initial, un état final, qui seront des états la plupart du temps fictifs, qui nous permettent juste d'appliquer la méthode de l'ARP. Concernant l'eau, eh bien c'est le solvant, il est en excès. Moi, ce que j'aime bien écrire, c'est solvant dans la colonne pour préciser que ce composé est présent en grande quantité et on ne cherche pas particulièrement à déterminer cette quantité. Pour les ions, eh bien, à l'état initial, ils ne sont pas présents. Et à l'état final, si on fait le tableau d'avancement en mol par litre, pour exprimer les concentrations formées, je vais utiliser l'avancement volumique, X, et dire qu'on a X mol par litre de H3O+, et X mol par litre de HO-. Pour déterminer la composition du système, eh bien, il nous faut connaître ces concentrations, donc déterminer la valeur de X. Pour ça, on utilise la constante d'équilibre et on écrit que KE est égal à concentration de H+, que je note H minuscule, multiplié par concentration de HO- que je note oméga minuscule. Ces deux concentrations sont celles à l'équilibre, donc pour l'état final du système. Je vous rappelle que là, ici, je ne mets pas l'indice équilibre, simplement par souci de rapidité. Donc KE est égal à X carré, et on en déduit que X égale racine de KE. Application numérique, X égale racine de 10 puissance moins 14, donc 10 puissance moins 7 mol par litre. À partir de là, pour déterminer le pH de ce mélange, eh bien, on doit connaître la concentration des ions H3O+, qui est égale à X. Donc, on écrit que par définition, pH égale moins log de la concentration en ion oxonium, je note ça moins log de H. D'après le tableau d'avancement, moins log de H, c'est aussi moins log de X. Et si on en fait une application numérique, eh bien on trouve un pH qui vaut 7. Donc là, on est en train de dire que lorsqu'on considère de l'eau pure, il y a une réaction, l'autoprotolyse, et le pH, c'est un pH neutre, égal à 7. Alors vous allez voir que dans la plupart des cas qui vont suivre, l'autoprotolyse sera passée sous silence. Et d'ailleurs, dans la plupart des exercices, on n'en parle même pas. Mais on verra également sur un exemple qui arrive bientôt que parfois il est nécessaire de se souvenir que l'autoprotolyse est là. Ça veut dire que vous devez garder cette connaissance dans votre mémoire, mais comprenez aussi que puisque les concentrations associées sont très très faibles, elles pourront la plupart du temps, dans les cas classiques, être négligées face aux autres concentrations du système. Bien, on poursuit avec le paragraphe suivant. Donc là, on est arrivé au petit 3. Donc dans ce paragraphe-là, on considère le cas d'un acide fort. On nous demande de réaliser le travail suivant. Trouver une équation littérale donnant l'expression du pH d'une solution contenant un acide fort à la concentration initiale grand C. On nous demande d'étudier le domaine de validité de cette équation et pour ça, on nous propose de raisonner sur un exemple particulier d'acide fort, le plus célèbre de tous, l'acide chlorhydrique. Donc l'expérience fictive que nous réalisons est la suivante. On a un bécher qui contient de l'eau. Alors, cette eau, c'est de l'eau pure, et on retient ce qu'on a dit précédemment. Dans l'eau pure, l'autoprotolyse a lieu, et la plupart du temps, on peut la négliger. On va ajouter dans cette eau pure du composé
chlorure d'hydrogène gazeux, HCl, une quantité telle que, à l'état final, on est dans le bécher de l'eau, des ions H+, des ions Cl-. Les concentrations de ces deux ions vont être égales puisque dans HCl, on a une stoichiométrie 1 pour 1, et ces deux concentrations vont être égales à grand C. Je vous rappelle également que, puisque l'acide chlorhydrique est un acide fort, la dissociation de ce composé en H+, et Cl- est une dissociation totale. C'est-à-dire qu'à l'état final, il ne reste rigoureusement plus aucune molécule HCl dissoute dans l'eau. Et c'est pour ça que le composé Cl- peut être vu comme une base indifférente, c'est-à-dire incapable de capter un H+. Ok, donc on essaye d'appliquer la méthode de la réaction prépondérante. Donc lorsqu'on réalise ce mélange, la seule réaction qui a lieu, eh bien, c'est la dissociation de l'acide chlorhydrique en H+, et Cl-. On peut l'écrire de la façon suivante. Donc la transformation qu'on a ici, c'est la RP. Je ne passe pas d'abord par le diagramme de prédominance pour une raison qui est simple. Il n'y a pas de pKa associé au couple HCl-Cl- lorsqu'on travaille dans l'eau. Le pKa, en réalité, si on travaillait sur une échelle généralisée, il aurait une valeur négative, et j'ai choisi pour cette leçon de ne pas utiliser ce type de valeur. Donc, on utilise simplement l'analyse qu'on a fait précédemment, et on écrit HCl plus H2O donne H3O plus Cl-. J'ai mis le petit symbole là au milieu qui symbolise un équilibre. En réalité, non. Hein. La réaction est une réaction totale. Donc, on va plutôt mettre le signe égal et préciser à côté qu'il s'agit d'une réaction totale. Concernant le tableau d'avancement, on va le réaliser en mol par litre. Concernant l'eau, on a dit que c'était le solvant. Alors, si je travaille en mol par litre, qu'est-ce que je vais mettre dans la colonne HCl gazeux? Initialement, il n'est pas dissous, donc j'ai envie de mettre 0, et en même temps, ça n'explique pas la quantité qu'on a introduite initialement. Je vais plutôt raisonner en mol, du coup. On va raisonner en mol, et on va mettre donc dans la case à l'état initial pour HCl la quantité qu'on a introduite, petit n. Pour les ions, eh bien, initialement, on va considérer qu'ils ne sont pas présents. Alors, considérer que H3O+ n'est pas présent, on sait que c'est une petite approximation. L'autoprotolyse a lieu en réalité. Pour les ions Cl-, par contre, là, il n'y a pas d'approximation. En toute rigueur, c'est 0. À l'état final, consommation totale du réactif limitant, HCl, et on va former des quantités de produits petit n pour les ions H3O+, et petit n pour les ions Cl-. À partir de là, si on considère que dans le bécher, on avait un volume V, eh bien, on pourra écrire que la concentration en H3O+, égale concentration de Cl- égale petit n sur V égale grand C. Le grand C qui est le même que celui que j'avais mis ici. On nous demande maintenant d'exprimer le pH. On le voit, ça va être relativement facile puisque le pH est obtenu à partir de la concentration des ions H+. Je note donc moins log de H, et la concentration des ions H+, c'est grand C. C'est donc égal à moins log de grand C. Et comme je l'ai dit au cours de la première vidéo, l'opérateur moins log, eh bien, c'est ce qu'on note P minuscule. Donc, on peut écrire la relation suivante de façon assez simple, pH égale PC. Donc ça, c'est la relation littérale qui nous était demandée. Et retenez bien ce qui va avec, elle est valable lorsqu'on place dans l'eau pure un unique acide fort. Si vous cherchez à l'utiliser dans d'autres situations, vous aurez un résultat obligatoirement faux. On nous demande ensuite de déterminer son domaine de validité. Donc ce que je vous propose de faire, c'est prendre différentes valeurs de concentration initiale et voir quels sont les pH auxquels on aboutit.
Donc je vais prendre des valeurs de C exprimées en mol par litre. On va calculer les pH associés à l'aide de la relation pH égale PC. Si on travaille avec une concentration introduite en acide chlorhydrique de 10-1 mol par litre, eh bien, moins log de 10-1, ça nous donne un pH qui vaut 1. Donc là, on a mis un acide, concentration assez classique, mais plutôt élevée, 10-1 mol par litre. On a un pH de 1, tout paraît logique, pas de problème là-dessus. Si on diminue la concentration, eh bien, par exemple, si on passe à 10-4, on aura un pH de 4. On réduit la concentration d'acide, le pH est moins faible, ça va dans le bon sens. Si on diminue encore la concentration d'acide et qu'on passe à 10-7 mol par litre, eh bien cette fois-ci, le pH calculé vaut 7. Et là, il y a un premier bug, puisque on est en train de mettre un acide dans l'eau et on obtient à la fin un pH neutre. Ça, c'est pas possible. Si on met un acide dans l'eau, on doit avoir un pH acide. Poussons encore notre raisonnement. Si on travaille à 10 puissance moins 9 mol par litre, eh bien on aurait un pH qui vaudrait 9. Et là, c'est complètement aberrant, puisque ça voudrait dire qu'en mettant un acide dans l'eau, on arriverait à un pH basique. Ça n'a plus aucun sens. Concernant les valeurs plus élevées, si on prenait une concentration plus grande que 10-1 mol par litre, on serait hors de la gamme qu'on avait définie pour l'expression pH égale moins log de la concentration de H3O+, donc ça, j'en parle pas, comme je vous l'ai dit, le coefficient d'activité, c'est quelque chose que je laisse pour le cours de thermochimie de deuxième année. Ok, donc, dans ce tableau, on va mettre en évidence les deux valeurs problématiques. Et la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est pourquoi la formule fonctionne lorsque la concentration initiale en H+, est élevée, enfin relativement élevée, alors qu'elle ne fonctionne pas lorsque les concentrations sont trop faibles. Alors essayez de prendre un instant pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qui pourrait poser problème lorsqu'on met des concentrations d'acide chlorhydrique initial trop faibles? Eh bien, si on reprend notre raisonnement, il y a une seule et unique chose que nous avons négligée au cours de la réaction, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Si vous regardez le paragraphe précédent, l'autoprotolyse va former des concentrations de H3O+ et de HO- égales à 10-7 mol par litre. Si on a H3O+ apporté par l'acide chlorhydrique qui vaut 10-1, eh bien 10- c'est très largement supérieur à 10-7, on peut négliger la formation de H3O+ due à l'autoprotolyse. Si on est avec une concentration initiale de 10-4, eh bien il y a un facteur 1000 entre 10-4 et 10-7. Encore une fois, on peut négliger l'autoprotolyse lorsqu'on met 10-4 mol par litre de HCl. Par contre, quand les concentrations introduites eh bien, ne sont plus très supérieures à 10-7 mol par litre, on se met à avoir des problèmes. Donc ça veut dire que sur une certaine plage de valeurs correspondant à des concentrations trop faibles, la formule n'est pas juste. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on doit corriger le raisonnement, par exemple, lorsque la concentration vaut 10-7. Alors, la première réaction qu'on a faite, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle soit fausse, donc on va la réécrire. On reprend la même réaction prépondérante qui est ici, et on va l'appeler RP1. Elle correspond à la dissociation de l'acide chlorhydrique, HCl, plus H2O, donne H3O+, plus Cl-. Cette réaction est totale. Concernant les états du système, on a vu que l'eau c'était le solvant, on ne s'intéresse pas plus à ça, et pour les ions qui nous intéressent, on a à l'état initial 0 et à l'état final une concentration qui correspond à l'avancement. Là ici, je fais le tableau d'avancement en mol par litre. Et c'est pour cette raison que je ne complète pas la colonne de HCl gazeux. Donc là, on a X mol par litre pour H3O+ et Cl-. Et vu que c'est la réaction prépondérante numéro 1, on va indicer l'avancement volumique X1. Souvenez-vous que la méthode de la réaction prépondérante est une méthode séquentielle. On imagine que les réactions ont lieu les unes après les autres. Ça veut dire que
Si on imagine maintenant qu'une autre réaction démarre, ça ne veut pas dire que dans la réalité des faits, c'est comme ça que ça se passe, mais on peut arriver au bon résultat. Donc là, on a tenu compte de la dissociation de l'acide ajouté. Très bien. On voit, d'après le tableau qui est au-dessus, que lorsque la concentration est trop faible, on doit aussi prendre en compte l'autoprotolyse. Et donc ça veut dire que lorsque vous serez amené dans ce genre de situation, vous devez avoir le réflexe suivant: rajouter une réaction prépondérante supplémentaire, RP2, qui sera l'autoprotolyse elle-même. On va l'écrire: 2H2O donne H3O+, plus HO-. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est ce qui suit. La réaction prépondérante numéro 2, on imagine intellectuellement qu'elle ne démarre qu'après que la réaction RP1 soit finie. Ça veut dire que l'état initial de la réaction RP2 correspond à l'état final de la réaction RP1. En ce qui concerne l'eau, c'est le solvant. On ne s'intéresse pas à sa quantité de matière ni à sa concentration. Pour les ions H3O+, eh bien, lorsque RP2 commence, il y en a une concentration initiale X1 formée par la réaction RP1. Pour les ions hydroxydes, eh bien, ils n'ont pas été formés par la réaction RP1, donc on laisse 0. Et à l'état final, on aura donc X1 plus X2 pour les ions oxonium et X2 pour les ions hydroxydes. Ok, donc pour déterminer le pH, il nous faut la concentration de H3O+. H3O+, qui est égal à X1 plus X2. Mais puisque la réaction RP1 est totale, on sait que l'avancement volumique X1 est égal à l'avancement maximal atteignable, c'est-à-dire la concentration grand C. Donc on peut réécrire cette expression grand C plus X2. Donc ça, c'est concentration de H3O+. Ainsi, pour déterminer le pH, il nous faut la concentration de l'ion oxonium. On connaît C, il nous faut calculer X2. Pour calculer X2, l'avancement de la deuxième réaction prépondérante, on utilisera la constante d'équilibre de cette deuxième réaction prépondérante, à savoir le produit ionique KE. Donc, on y va pour le calcul de X2. Pour ça, on écrit que KE est égal à la concentration de l'ion oxonium par concentration de l'ion hydroxyde, le tout à l'équilibre, ce qui nous fait, d'après le tableau d'avancement, C plus X2 pour l'ion oxonium fois X2 pour l'ion hydroxyde. La valeur de KE est connue, c'est 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Et à partir de là, on va développer cette expression, puis factoriser, rassembler les termes en x2 carré, en x2 et également le terme constant. Et on fait une résolution de l'équation du second degré, qui est la suivante: x2 carré plus cx2 moins KE égale 0. La résolution, bien, vous vous entraînez sur votre calculatrice à la réaliser. Et une fois que vous l'avez faite, vous comparez avec le résultat que je vais vous donner. J'ai trouvé, moi, x2 égale 6,2 fois 10 moins 8 mol par litre. À partir de là, le pH, qui est égal à moins log de grand C, c'est-à-dire 10 moins 7, plus x2, donc plus 6,2, 10 moins 8, le pH sera égal à 6,8. Alors, on commente ce résultat. Hein. Souvenez-vous, quand vous avez un résultat numérique, c'est toujours bon d'adjoindre un petit commentaire. Là, ici, pH de 6,8, eh bien, c'est proche d'un pH neutre, et ça paraît plutôt logique, vu qu'on a mis une concentration initiale en acide très faible. Par contre, si on reprend ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le tableau, on avait pH 7. Là, on se rend compte que, eh bien, on n'est plus à un pH rigoureusement neutre, mais bien à un pH légèrement acide. On a bien
corriger le problème du tableau. Si vous reprenez le calcul avec non plus la concentration initiale de 10-7 mais de 10-9, vous trouverez à la fin un pH strictement inférieur à 7, mais plus proche de 7 qu'il ne l'est pour cet exemple-là. Ce qu'on va retenir de ce paragraphe, c'est ce qui suit. Donc, ce qu'on retient, c'est ce que j'ai mis tout d'abord ici tout en haut. Dans le cas où on place un unique acide fort dans l'eau pure et qu'on note la concentration initiale de l'acide fort grand C, alors on a pH égale PC. Cette formule, nous avons vu qu'elle n'est pas toujours valable si les concentrations initiales d'acide sont trop faibles, c'est-à-dire si les pH sont trop proches de 7, elle sera fausse. Et dans ce cas-là, il faudra ajouter dans le raisonnement la réaction d'autoprotolyse. Donc, le critère communément admis, c'est que si le pH est inférieur à 6,5 en appliquant cette formule, alors le résultat est correct. Si jamais votre résultat est compris entre 6,5 et 7,5 en appliquant cette formule, vous devrez reprendre le raisonnement et tenir compte de l'autoprotolyse. Procédons maintenant par analogie. Si on avait fait le même exercice, mais en raisonnant non pas sur un acide fort, mais sur une base forte. Donc là, ici, deuxième point à retenir. Dans le cas où on a une unique base forte, placée dans l'eau pure, concentration initiale de la base forte, notée grand C, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Eh bien, le pH, c'est une grandeur qui caractérise une solution acide. Eh bien, dans le cas d'une solution basique, l'équivalent, c'est le pOH. Et on montrerait alors que pOH est égal à PC. Cette relation souffre des mêmes limites que la précédente, c'est-à-dire qu'elle n'est valable que si le pOH est inférieur à 6,5. Donc vous voyez, j'ai simplement calqué le deuxième point sur le premier. Sachez aussi que le pOH, c'est une grandeur avec laquelle on travaillera assez peu souvent. On préfère souvent travailler en pH. Et je vous avais dit la dernière fois que le pH et le pOH avaient des axes qui étaient inverses l'un de l'autre. Vous vous souvenez? Le pH, lorsqu'il augmente, eh bien, ça veut dire que le pOH diminue. Ça veut dire que si pOH est inférieur ou égal à 6,5, on pourrait très bien écrire que le pH est supérieur ou égal à 7,5. La conclusion donc de ces deux paragraphes, c'est presque pas les formules qui sont à retenir uniquement si vous avez de la mémoire, c'est plus la conclusion qui vient ici. L'autoprotolyse de l'eau peut être négligée dès lors que le pH n'est pas inclus dans un certain intervalle, l'intervalle 6,5, 7,5. Si à la fin de votre question, de votre exercice, vous trouvez un pH qui n'est pas dans cet intervalle, vous pouvez vous arrêter là après avoir vérifié les hypothèses. Par contre, si vous trouvez un pH par exemple de 7,2, pensez à tenir compte de l'autoprotolyse et pour ça, vous rajoutez dans votre raisonnement une réaction prépondérante supplémentaire qui est l'autoprotolyse elle-même. Voilà pour ce premier exemple qui porte sur les composés à caractère fort. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Et ce qu'on va faire maintenant dans le paragraphe petit 4, c'est passer aux composés à caractère faible. Et là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Alors, ce qui est fait classiquement dans les leçons, c'est travailler sur le cas des acides faibles. On ne va pas déroger à la règle et on va commencer par regarder les différents titres de ce paragraphe. On va prendre plusieurs situations dans le cas d'un acide faible. Dans le petit a, on va voir le cas classique, celui dans lequel on aura le moins de problèmes. Ensuite, on va regarder le cas d'un acide faible mais presque fort, c'est-à-dire un pK proche de 0. Cas suivant, petit c, un acide très faible, pKa proche de 14. Et enfin, le cas d'un acide faible classique, mais avec une concentration initialement introduite très très basse. Une fois qu'on aura vu tout ça, eh bien, on pourra essayer de généraliser sur d'autres exemples comme celui des polyacides faibles et également celui des bases faibles. Donc on se lance tout de suite dans le paragraphe petit a sur le cas le plus classique. On nous demande de trouver une équation littérale donnant l'expression du pH d'une solution d'acide faible à la concentration initialement introduite grand C. Et pour ça, on propose de raisonner avec l'acide acétique et une concentration initialement introduite de 0,1 mol par litre. On prend un instant pour faire un schéma afin de poser nos idées. L'expérience fictive que nous réalisons est la suivante. On prend un bécher qui contient de l'eau.
Alors, c'est ici de l'eau pure, elle est bien évidemment soumise à la réaction d'autoprotolyse que l'on va, dans un premier temps, négliger. On va l'écrire dans un instant, cette hypothèse. On y ajoute de l'acide acétique, que je vais noter ACOH, que vous pouvez écrire si vous préférez CH3CO2H, et on va réaliser un mélange de façon à avoir à la fin, on a introduit une quantité de matière petit n de façon à avoir là ici une concentration initiale avant toute réaction égale à grand C et de l'eau pure. Donc le but ici, pour la méthode pour arriver à l'équation littérale qui est demandée, c'est d'utiliser la méthode de la réaction prépondérante, qui est vraiment notre char d'assaut. Pour ça, eh bien, reprenez les différentes étapes que vous avez revues tout à l'heure pendant l'interro. Premier point, on commence par faire un diagramme de prédominance en mettant tous les couples acido-basiques présents. Donc, je prends un axe gradué en pH, je vais commencer par les couples de l'eau, A14, H2O, HO-, et A0, H3O+, H2O. Pour l'acide acétique, eh bien, c'est un acide faible, associé à une base faible, l'ion acétate. Le pKa du couple vaut 4,8 et les espèces sont pour l'acide ACOH et pour la base ACO-. Une fois qu'on a fait ce diagramme, eh bien, on réalise un inventaire. Alors, l'inventaire, comprenez bien à quel moment est-ce qu'on le réalise, c'est après mélange, mais avant toute réaction chimique, c'est-à-dire l'inventaire de cet état-là, celui qu'on a mis sur le schéma fictif d'expérience. Pour l'inventaire, je vais encercler en bleu les espèces présentes. Du côté des bases, on a introduit de l'eau, et c'est la seule base qui a été introduite. Du côté des acides, il y en a deux qui ont été introduits, l'eau, le solvant, et également l'acide acétique. La base la plus forte introduite, ce sera donc l'eau. L'acide le plus fort introduit, l'acide acétique, ACOH. À partir de là, on peut écrire la réaction prépondérante qu'on va appeler RP1, qui a donc lieu entre l'acide acétique et l'eau. Dans cette réaction, l'acide acétique va se déprotoner, ACOH moins H+, ça va nous donner ACO-. Et de l'autre côté, eh bien, H2O récupère le H+, pour fournir l'ion oxonium H3O+. On s'arrête un instant, puisque maintenant qu'on a écrit la réaction prépondérante, il nous faut connaître sa constante d'équilibre. Je vais noter ici en haut K01. À partir de là, deux techniques. Soit vous connaissez parfaitement votre cours et vous dites c'est un acide faible qui réagit avec l'eau, donc K01, c'est égal à la constante d'acidité K1. Ou alors, vous connaissez parfaitement votre cours et vous dites K01, c'est 10 puissance plus ou moins l'écart entre les pKa. Et donc pour ça, vous vous dites que le domaine de H2O comme base, c'est au-dessus de pH 0. Le domaine de ACOH comme acide, donc c'est en dessous de 4,8. Donc entre 0 et 4,8, les deux espèces prédominent. Elles sont donc compatibles l'une l'autre. Donc on met le signe moins. Et l'écart entre les pKa, c'est bien 4,8. À partir de là, donc à l'état initial du système, c'est-à-dire après mélange et avant réaction, on a pour l'acide acétique une concentration grand C, l'eau c'est le solvant. Pour les ions acétates, ils ne sont pas introduits, et H3O+, on considère que c'est 0, c'est-à-dire qu'on néglige l'autoprotolyse. On l'écrit quand on a fini le tableau. À l'état final, pour l'acide acétique, on aura une concentration restante C-X, avec X, l'avancement volumique. Pour les ions, X et X. Afin de trouver l'expression littérale du pH. Donc notre but, c'est d'obtenir pH égale quelque chose. On regarde le tableau et on voit que pour avoir la concentration d'ion oxonium, il nous faut connaître X.
Pour calculer x, il y a deux méthodes. La méthode qu'on a vue en début d'année au chapitre 1, que je vais vous rappeler mais que je ne vais pas faire ici, et la méthode qui se base sur l'utilisation des approximations, qui est la méthode que vous devez apprendre à maîtriser au cours de ce chapitre. Donc, méthode, je l'appelle méthode C1 parce qu'elle fait référence au chapitre numéro 1. Eh bien, pour connaître l'avancement à l'équilibre x, on utilise la constante d'équilibre, ici c'est un Ka, et donc on dira que Ka, qui est égal à concentration d'ion acétate par concentration d'ion H3O+, c'est-à-dire x carré, sur concentration à l'état d'équilibre de l'acide acétique C-x, et pour le solvant, son activité vaut 1, donc on aura C-x avec ces valeurs qui sont celles à l'équilibre. On peut ensuite passer le terme du dénominateur à gauche, développer, factoriser, obtenir une équation du second degré en x. Cette équation, on la résout, et à partir de là, eh bien, on a la valeur de concentration de H3O+. Méthode à apprendre pour le chapitre numéro 7. Donc, je l'appelle la méthode C7. Elle se base sur la formulation d'hypothèses simplificatrices, puis sur la vérification de ces hypothèses. La première hypothèse que nous avons faite, elle concerne cette case du tableau d'avancement, c'est-à-dire qu'on a négligé l'autoprotolyse de l'eau. Donc, hypothèse 1, autoprotolyse, que je note AP, négligée. Et d'après ce qu'on a dit précédemment dans le cas d'un acide fort, on sait déjà qu'on peut négliger l'autoprotolyse si et seulement si le pH calculé n'est pas inclus dans l'intervalle 6,5-7,5. Deuxième hypothèse que l'on peut formuler. Encore une fois, on doit se baser sur vos souvenirs du chapitre numéro 1. L'hypothèse numéro 2, elle vient du fait que la constante d'équilibre de la réaction RP1 est très petite. K01, c'est-à-dire Ka, vaut 10 puissance moins 4,8. On avait vu en début d'année que lorsqu'une constante d'équilibre est très petite, très inférieure à 1, comme c'est le cas ici, ça signifie que la thermodynamique est en faveur de la rétention des réactifs. C'est-à-dire que la réaction ne va quasiment pas avoir lieu. À l'état final, l'acide acétique n'aura presque pas réagi avec l'eau et on n'aura donc presque pas formé ces composés produits. Donc, à partir de ce constat, on peut dire la chose suivante. Regardons la colonne de l'acide acétique et plus précisément la case de l'état final. Si la réaction n'a presque pas lieu, si l'avancement final est très très faible, eh bien le terme C-x va pouvoir être approximé. On va dire que la concentration C sera très supérieure à la concentration qui correspond à l'avancement volumique X. Par conséquent, le terme C moins X sera pris à peu près égal à grand C. Ok, maintenant qu'on a posé ces hypothèses, eh bien, essayons de trouver la valeur de la concentration des ions H3O+, c'est-à-dire la valeur de X, pour avoir l'expression littérale du pH. Pour calculer X, eh bien, il nous faut, comme on l'a dit tout à l'heure, utiliser la constante d'équilibre. Nous savons que la constante d'équilibre de la réaction RP1, c'est son K, et c'est égal, en toute rigueur, à ce que j'ai mis au-dessus, x carré sur C moins x, valeur à l'équilibre. Avec l'hypothèse numéro 2, on va pouvoir simplifier cette expression. Alors, c'est plus tout à fait égal, je vais être plus rigoureux et mettre un environ égal. C'est environ égal à x carré sur grand C. À partir de là, eh bien, on va isoler la valeur de x en disant que x, c'est égal à la racine carrée de Ka fois C. Pour avoir donc le pH,
c'est-à-dire moins log de la concentration en ioxonium. D'après le tableau d'avancement que je viens d'effacer, mais vous l'avez encore sous les yeux, c'est moins log de x. C'est donc moins log de la racine carrée de Ka fois C. Vous vous souvenez que racine carrée, ça revient à prendre le terme puissance 1/2, et donc le logarithme en base 10 permet de faire passer la puissance en facteur multiplicatif. On aura donc pH égale moins 1/2 log de Ka plus log de C. Tout ça en facteur du moins 1,5. Ah, et donc on a du moins log de K et moins log de C. On sait que l'opérateur moins log, on le note P minuscule. Donc on peut réécrire ça, pH égale 1/2 facteur de PK plus PC. Et on a ici donc l'expression littérale du pH en fonction du PK, constante thermodynamique, et du PC, avec C, la concentration initiale en acide faible. Donc cette relation, elle est valable dans le cas où on a un unique acide faible introduit dans l'eau pure. Est-ce que le raisonnement est terminé? Surtout pas. Je vous l'ai dit, lorsqu'on formule les hypothèses, il faut toujours prendre un instant pour les valider. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par faire une application numérique, en prenant en compte donc, les hypothèses, c'est-à-dire en utilisant cette relation-là. On avait dit que grand C, dans l'exemple proposé, valait 10-1 mol par litre, donc PC vaut 1. On a donc pour le pH 1/2 facteur de 4,8 plus 1. Ça nous fait donc du 5,8 sur 2, donc du 2,9. Et cette valeur, 2,9, avant de l'encadrer, eh bien, je vais passer par l'étape de vérification des hypothèses. Alors, pour l'hypothèse que je note ici, H1, l'hypothèse numéro 1 que nous avions fait tout à l'heure, c'était négliger l'autoprotolyse. On sait que l'autoprotolyse est négligeable si le pH calculé est hors de l'intervalle 6,5-7,5. Pour 2,9, on est bien hors de cet intervalle, donc l'hypothèse numéro 1 est validée. L'hypothèse numéro 2 se basait sur le fait que la réaction était très peu avancée. Alors, pour valider l'hypothèse numéro 2, on pourrait regarder la valeur numérique de x et comparer à la valeur numérique de grand C. Et se dire que si x est très inférieur à C, c'est-à-dire, là ici avec une valeur de C de 10-1, on sait qu'il nous faut au moins un facteur 10, donc si x est égal à 10-2 ou moins de 10-2, l'hypothèse 2 sera validée. Ça, c'est une première façon de fonctionner. Il existe une autre façon de fonctionner, un petit peu plus astucieuse, et c'est celle-ci que je vais vous proposer. Lorsqu'on raisonne sur ce schéma, alors je vais réécrire les choses de façon à être clair. Vous, ce que vous devez faire, c'est bien regarder le tableau d'avancement que moi j'ai dû effacer. Dans le tableau d'avancement, vous voyez que la concentration finale, donc je marque ici, à l'état final, on a pour ACOH une concentration approximative d'ailleurs, égale à grand C, et une concentration pour la base associée, l'ion acétate, égale à petit x. Donc, dire que grand C est très supérieur à x revient à dire que la concentration d'acide est très supérieure à la concentration de la base conjuguée. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous évoquer un souvenir. À quel moment on a parlé du fait que la concentration de l'acide était supérieure ou égale à 10 fois la concentration de la base? Plongez-vous dans vos souvenirs, essayez de trouver. On en a parlé au début de la leçon, dans le paragraphe grand 1, quand on évoquait les diagrammes de prédominance, avec la relation de Henderson. Et on avait dit que un acide est
majoritaire, c'est-à-dire la concentration est supérieure à 10 fois la concentration de la base, si et seulement si le si le pH est inférieur à pKa-1. On va l'écrire sur la gauche. Donc, si ACOH est majoritaire sur ACO-, alors pH inférieur ou égal à pKa-1. Ici, le pKa vaut 4,8. Par conséquent, pKa-1 vaut 3,8. Le pH que nous avons calculé en appliquant la formule vaut 2,9, la valeur qui est là. Est-ce que 2,9 est inférieur à 3,8? La réponse est bien sûr oui. Par conséquent, l'hypothèse 2 est validée. Donc prenez un instant, peut-être mettez la vidéo en pause pour réfléchir à cette hypothèse numéro 2. Revoyez la partie sur les diagrammes de prédominance parce que c'est une justification qui n'est pas forcément la première à laquelle on pense. Et pour autant, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Donc, prenez un instant pour digérer ça, puisqu'on aura à le réutiliser pour la suite. Alors, je viens de l'effacer, mais du coup, le résultat précédent, là, le pH égale 2,9, c'est un résultat qu'on peut encadrer après avoir validé les hypothèses. Alors, pour la suite, on est toujours dans le paragraphe petit 4 sur le cas d'un monoacide faible, et on arrive au petit b, avec le cas d'un acide faible, mais presque fort. Alors, un acide faible, on va dire qu'il est presque fort si le pKa associé est relativement proche de 0. Regardez l'exemple avec lequel je vous propose de travailler. On va confronter donc la formule précédente. Donc la formule précédente, je vous la rappelle, pH égale 1,5 facteur de pKa plus PC, plus vérification des hypothèses. Si vous ne vérifiez pas les hypothèses, le résultat que vous obtenez par cette formule n'a aucun fondement. Et on va travailler pour le paragraphe en question avec l'acide nitreux de formule HNO2, dont la concentration initiale est 10-2 mol par litre, et on nous donne le pKa associé au couple acide nitreux ion nitrite 3,1. Ben, on y va, on applique la relation. 1,5 facteur de, donc le pKa vaut 3,1, le PC vaut 2, on est donc à 5,1 divisé par 2, ça nous fait 2,55. Évidemment, ce résultat, pour l'instant, il n'a pas de valeur. On doit vérifier les hypothèses. L'hypothèse 1, on a dit que l'autoprotolyse de l'eau était négligeable. On sait que c'est vrai si le pH calculé est hors de l'intervalle 6,5-7,5. Ici, en l'occurrence, on est bien en dessous. Aucun problème, l'hypothèse 1 est validée. Concernant l'hypothèse numéro 2, on a considéré que la réaction de dissociation de l'acide, c'est-à-dire la réaction entre l'acide faible et l'eau, était très peu avancée, si bien que le pH doit être inférieur à pKa-1. Ici, pKa-1, eh bien c'est 3,1-1, c'est-à-dire 2,1, et cette valeur est inférieure au pH. Donc là, pour l'hypothèse numéro 2, on a un problème. Le problème vient donc du fait qu'un acide presque fort n'a pas un avancement négligeable lorsqu'il réagit avec l'eau. Donc, on doit reprendre notre raisonnement et ne pas formuler l'hypothèse numéro 2. Donc pour ça, on va commencer par replacer le diagramme de prédominance en pH. On va mettre les couples de l'eau. On va mettre également le couple acide nitreux ion nitrite
HNO2, NO2-, à l'état initial, c'est-à-dire après mélange mais avant réaction, les espèces présentes, on va les entourer au cours de l'ampère. Nous avons H2O et également l'acide nitreux. Par conséquent, la réaction prépondérante qui a lieu sera HNO2 plus H2O donne NO2- plus H3O+. On a mis une concentration d'acide nitreux initial grand C, l'eau c'est le solvant. On a pour les ions produits une concentration initiale nulle, et à l'état final, on aura C-X pour le réactif et des concentrations valant X pour chacun des produits. Concernant le... Pardon, j'ai oublié de faire au préalable le calcul de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, c'est égal au Ka, c'est-à-dire 10 puissance moins 3,1. Et c'est parce que la constante d'équilibre est petite que j'ai fait le tableau d'avancement de cette façon. Pour arriver à l'expression, à la valeur numérique du pH, eh bien, l'hypothèse numéro 1, puisqu'elle était validée, aucun problème pour la reformuler. Donc, H1, l'autoprotolyse est négligée. Et concernant l'hypothèse numéro 2, on avait l'hypothèse numéro 2 consiste à dire que X est négligeable devant C et donc que le terme C-X est à peu près égal à C. Ici, ce n'est pas vrai, donc on va passer par la résolution de l'équation du second degré. On pose alors que Ka à l'état d'équilibre, c'est égal à x carré sur C-X. On développe, on factorise, on entre les coefficients dans la calculatrice pour déterminer la valeur de x et on trouve x égale 2,4 fois 10-3 mol par litre. Évidemment, vous ne prenez pas ce résultat pour argent comptant. Hein. Prenez votre calculatrice, refaites l'application numérique et vérifiez si vous avez la même valeur. Si vous n'avez pas la même valeur d'ailleurs, contactez-moi pour qu'on en discute. Ok, donc la valeur de x est posée. On peut alors obtenir le pH, puisque pH qui est égal à moins log de la concentration en ion oxonium, c'est aussi égal à moins log de x, d'après ce tableau d'avancement. Et on va trouver ici une valeur de pH qui vaut 2,62. L'hypothèse numéro 1, elle était validée tout à l'heure, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit plus ici. L'hypothèse numéro 2 n'a pas été formulée, donc ce résultat peut être directement encadré. Et avant de passer à la suite, je vais analyser le résultat qu'on obtient après correction, 2,62, au résultat qu'on a obtenu avant correction, 2,55. On a donc ici un écart sur l'échelle de pH de 0,07. C'est un écart qui est très faible et vous voyez qu'on l'a décelé sans aucun problème grâce à la vérification de nos hypothèses. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bien simplement pour vous dire que les hypothèses qu'on formule sont des hypothèses qui sont justifiées. Elles ne sortent pas de nulle part et elles ont vraiment une bonne validité. C'est-à-dire que le calcul qu'on a dans le cas où les deux hypothèses sont validées, le résultat qu'on obtient, eh bien, il est extrêmement proche du résultat qu'on aurait obtenu sans hypothèse. Par contre, les calculs qu'on fait grâce aux hypothèses sont bien plus simples. Et d'ailleurs, ils sont tellement simples que la plupart du temps, ils peuvent être faits de tête. Ça veut dire que vous pouvez, avec ces hypothèses simplificatrices, avoir des concepteurs de sujets qui excluent l'utilisation de la calculatrice. Ça peut arriver. Ça veut aussi dire que lorsque vous êtes en oraux, en espérant que l'année prochaine vous ayez des oraux, eh bien ça veut dire que vous pouvez avoir un oral sans calculatrice et vous devrez faire devant l'examinateur les calculs de tête. On poursuit notre tour d'horizon. Après avoir vu le cas d'un acide presque fort, on va voir celui d'un acide très faible. C'est le paragraphe 4c. Donc un acide va être considéré comme très faible si le pKa associé à son couple eh bien, va être grand, c'est-à-dire qu'il tend vers 14. Pour l'exemple avec lequel on va travailler, regardez le document de cours, on va considérer
l'ion ammonium. Alors l'ion ammonium, vous devez connaître sa formule, NH4+. Le couple acide-base considéré, ce sera NH4+, NH3 et le pKa 9,2. La concentration initiale va être prise à 10-5 mol par litre et on nous demande d'utiliser la relation qu'on a démontrée, un demi-facteur de pKa plus Pc, et voir si elle fonctionne dans cette situation. Eh bien, on y va, on fait l'application numérique. pH égale 1 demi-facteur de pKa, c'est-à-dire 9,2, plus Pc, bien vu que C vaut 10 puissance moins 5 mol par litre, Pc vaut 5. 9,2 plus 5, ça nous fait 14,2. On divise par 2, ça fait 7,1. Et là, avant même de vérifier les hypothèses, vous savez qu'il y a un gros problème puisque on obtient un pH supérieur à 7, c'est-à-dire un pH basique, alors qu'on a mis un acide dans l'eau. Ça, ce n'est pas possible, ça n'arrive jamais. On va voir où est-ce que ça coince. Vérification des hypothèses. On peut négliger l'autoprotolyse, l'hypothèse H1, si et seulement si le pH calculé est exclu de l'intervalle 6,5-7,5. Ici, ça ne fonctionne pas. L'hypothèse 1 est problématique. Concernant l'hypothèse numéro 2, elle nous dit que la réaction est entre l'acide et l'eau, l'acide faible et l'eau est très peu avancée, ce qui est vrai si et seulement si le pH obtenu est inférieur à pKa-1. Pour le couple considéré, le pKa vaut 9,2, 9,2-1, ça nous fait 8,2, la valeur est bien inférieure. C'est-à-dire que l'hypothèse numéro 2, elle est validée. Puisqu'on a un problème, il va falloir reprendre notre raisonnement. Et puisque c'est l'hypothèse H1 qui est invalidée, il va falloir rajouter dans notre raisonnement une réaction qui sera l'autoprotolyse de l'eau elle-même. Alors on reprend le raisonnement. J'ai pris un petit peu d'avance en écrivant tout d'abord le diagramme de prédominance, en mettant tous les couples des espèces qui vont intervenir. Pour avoir la première réaction, eh bien, on commence par faire l'inventaire des espèces présentes. Et cet inventaire, donc je vais le faire en entourant en bleu les espèces introduites initialement. On a de l'eau et également des ions NH4+. La réaction prépondérante numéro 1 a lieu entre la base la plus forte présente, c'est-à-dire l'eau, et l'acide le plus fort présent, les ions ammonium. Donc, la réaction RP1 s'écrit entre les ions ammonium et l'eau, on obtient de l'ammoniac et des ions oxonium. La constante d'équilibre est vraiment très petite devant 1, la réaction est donc peu avancée, c'est l'hypothèse numéro 2, on a vu qu'on pouvait la formuler. Donc si on fait le tableau d'avancement, on aura à l'état initial grand C, l'eau c'est le solvant, NH3 0, H3O+, 0. À l'état final de cette réaction RP1, on aura C-X, à peu près égal à grand C, et pour NH3, on aura X1 et H3O+, X1. Je vais rajouter ici également le X1, puisque c'est l'avancement associé à la réaction RP1. Donc là, j'ai utilisé l'hypothèse numéro 2, et on imagine que l'état final de la réaction RP1 correspond à l'état initial de la réaction RP2. L'eau va continuer à jouer son rôle de solvant. Les ions oxonium, lorsque la réaction RP2 débute, ce qui est fictif, je vous rappelle, eh bien, c'est la concentration apportée par la réaction RP1, X1. Pour les ions HO-, initialement, eh bien, il n'y en a pas qui a été formé précédemment. À l'état final, pour H3O+, on aura X1 plus ce qui a été formé par l'autoprotolyse, c'est-à-dire X2, et pour les ions hydroxydes, X2. Je rajoute oralement, puisque j'ai peu de place sur le tableau, pensez à l'écrire, vous, que ces deux tableaux d'avancement sont effectués en mol par litre, en concentration, et on peut faire ça puisque le volume du système est constant. Donc, on va noter l'hypothèse qu'on a formulée, à savoir que grand C est très supérieur à l'avancement de la première réaction X1. On aura bien sûr à vérifier cette hypothèse à la fin. Si on veut obtenir la valeur du pH, c'est-à-dire moins log de la concentration en ion oxonium, on regarde le tableau d'avancement de la réaction RP2,
Les ions oxonium, leur concentration, c'est X1 plus X2. Il nous faut donc ici déterminer à la fois l'avancement X1 et en même temps l'avancement X2. Et donc pour faire ça, eh bien, je vous propose une méthode de calcul qui fonctionne, qui est pas ce qu'on a l'habitude d'écrire, donc c'est pour vous donner des outils de raisonnement différents. On essaye tout d'abord de déterminer l'expression de X1. Alors X1, cet avancement, il apparaît pour la réaction numéro 1. Si on veut le calculer, on peut utiliser la constante d'équilibre K01 qui est aussi égale à Ka pour le couple NH4 plus NH3. Donc je vais écrire ici Ka égale X1 au carré sur, et bien sûr C. Je vais d'abord l'écrire en toute rigueur, C moins X1, et ça c'est à peu près égal à X1 carré sur C. Comment est-ce que je peux écrire ça différemment pour isoler X1? Ah oui. Je vais dire que X1 c'est aussi égal à la concentration d'ion H3 au plus. Donc je peux écrire ça en toute rigueur, X1 fois H sur grand C. Du coup, si j'isole X1, je vais avoir Ka fois C sur H. Cette expression, on pourra l'introduire dans ce logarithme tout à l'heure, et ce qu'on va faire maintenant, c'est exprimer X2. Alors, pour X2, c'est l'avancement de la deuxième réaction. La constante d'équilibre, c'est le produit ionique, KE. KE qui est égal à H fois oméga, c'est-à-dire à H fois X2. Ça, c'est d'après le tableau d'avancement. J'ai juste laissé H ici pour la concentration des oxoniums, et la concentration en hydroxyde, oméga, c'est X2. J'isole alors X2, qui sera égal à KE sur H. Et donc, grâce à ça, on peut dire que H qui est égal à X1 plus X2. Ça, c'est ce qu'on obtient dans cette case du tableau d'avancement. Eh bien, X1, on l'exprime avec cette expression, X2 avec celle juste au-dessus. On aura alors Ka fois C sur H plus KE sur H. Et donc, au final, H qui vaut racine de Ka fois C plus KE. J'ai multiplié de chaque côté l'égalité par H et j'ai ensuite pris la racine. À partir de là, on peut calculer la valeur numérique de H et on trouve 1,28 fois 10-7 mol par litre. Ce qui nous conduit alors à un pH de 6,9. L'hypothèse 1, c'est-à-dire pKa-1 est validée, l'hypothèse 2 n'a pas été formulée, donc cette valeur est celle qu'on va retenir au final. Alors, pour le paragraphe suivant, on est arrivé au petit d, on reprend le cas d'un acide faible classique, donc on va reprendre le cas de l'acide acétique, mais cette fois très dilué, c'est-à-dire que la concentration initiale, grand C, tend vers 0 mol par litre. Ça nous permettra de mettre en évidence une loi particulière qu'on appelle la loi de dilution d'Oswald. Donc, on nous demande de confronter la formule précédente, donc 1,5 facteur de pKa plus Pc, au cas de l'acide acétique,
Donc le couple acide-acétique ion-acétate a comme pK 4,8 et on prend comme concentration initiale C égale 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc lorsqu'on applique la formule, un demi-facteur de pK plus PC, on trouve un pH qui vaut 5,4. On vérifie les hypothèses en commençant par l'hypothèse H1. On dit que l'autoprotéolyse est négligeable si le pH calculé est hors de l'intervalle 6,5-7,5. Ici, aucun problème. On vérifie ensuite l'hypothèse numéro 2 qui nous disait que la réaction est très peu avancée, signifie que l'acide est majoritaire par rapport à la base et donc que le pH est inférieur à pKa-1. Ici, pK-1 vaut 3,8 et on constate que le pH calculé n'est pas inférieur à 3,8, donc on a un problème vis-à-vis de l'hypothèse numéro 2. Alors, on a déjà vu tout à l'heure, dans le cas d'un acide presque fort, comment reprendre le raisonnement. Là, ici, je ne vais pas l'écrire. Si vous souhaitez vous entraîner, vous mettez la vidéo en pause et vous reprenez le diagramme de prédominance, l'écriture des réactions. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas négliger l'avancement X face à la concentration initiale. Et donc, si on ne prend pas cette hypothèse, on arrive à devoir résoudre l'expression suivante, donc la constante d'acidité qui est égale à x carré sur c moins x. On développe, on factorise, on obtient une équation du second degré en x, et on la résout pour avoir au final x qui vaut 9,7 fois 10 moins 7 mol par litre. À partir de là, il y a un commentaire intéressant à faire sur cette valeur de x. On va comparer x de l'état d'équilibre, celle-ci, à la valeur de x max, si la réaction avait été une réaction totale. Bien, si la réaction avait été une réaction totale, regardez le tableau d'avancement ou construisez-le sur un brouillon, on aurait x max égale grand C, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mol par litre. Ça veut dire que dans cette situation particulière où l'acide faible a été introduit en concentration qui tend vers 0, l'avancement à l'équilibre tend vers la valeur de l'avancement final. On avait développé dans le chapitre numéro 1 une grandeur particulière qu'on avait appelée le taux de transformation, taux qui est égal à x sur x max, et ici on aurait un taux de transformation de 97%. Ça veut donc dire que lorsque l'acide faible a été introduit en concentration initiale qui tend vers 0, la réaction de dissociation de cet acide faible avec l'eau, elle va être quasi totale, quantitative. Et c'est ce résultat qu'on va retenir sous le nom de loi de dilution d'Oswald. Alors, la loi telle que je vais vous la formuler ici, c'est une loi un petit peu simplifiée. Ça permet simplement de comprendre et de voir une première fois ce résultat, mais ça pourrait être développé d'une façon un petit peu plus poussée. Alors, cette loi de dilution d'Oswald, on va voir qu'elle s'applique pour les composés qui peuvent être dissociés dans l'eau. Ça peut marcher donc pour les acides faibles, mais également pour les solides ioniques. Et la loi nous dit que si la concentration initiale, que je vais noter C indice 0, tend vers 0 mol par litre, alors la réaction de dissociation sera quasi totale.
Cette loi, elle est assez importante. Alors, on ne va pas forcément la retrouver dans les exercices. C'est presque plus quelque chose de, comment dire, de culture générale. Si vous avez la possibilité de la retenir parce que vous avez une bonne mémoire, je vous conseille de le faire. Ça pourrait vous être utile dans certains exercices, même si c'est pas les plus fréquents, mais ce sera aussi utile pour les TP et pour bien comprendre une leçon qui arrivera un peu plus tard, qui portera sur la précipitation et qui traitera justement de la dissolution ou de la précipitation des composés ioniques. Alors, concernant la suite, on reste dans le cas où on traite des acides faibles, mais on va non plus regarder les monoacides, mais au contraire les polyacides, c'est-à-dire diacides, triacides, etc. Alors, ce que j'ai à vous dire concernant les polyacides, c'est déjà noté sur le document, je ne vais pas le réécrire ici, je vais simplement le lire avec vous. Lorsqu'on a par exemple un diacide, eh bien on va définir des pKa successifs. Le premier pKa sera toujours associé au premier départ de H+, et la valeur sera la plus faible. Puis plus on déprotonne, plus le pKa va augmenter. C'est-à-dire que les déprotonations successives se font de façon plus en plus difficile. Pour regarder ce que je viens de dire là sur un exemple concret, regardez le cas de l'acide sulfurique, H2SO4, ou le cas de l'acide phosphorique, H3PO4. Je vous donne les valeurs des pKa dans le document de cours, c'était la toute première partie, le grand 1, petit 3, je crois. Ok, à partir de là, on peut se poser la question suivante. Si un composé est capable de lâcher par exemple 2H+, lorsqu'on applique la méthode de la réaction prépondérante, est-ce que les deux protons vont effectivement partir ou est-ce qu'un seul va partir et l'autre va rester accroché? Eh bien, on pourrait reprendre la méthode de la réaction prépondérante sur, par exemple, le cas de l'acide phosphorique, puis sur d'autres exemples. Et on retiendrait au final ce que j'ai mis sur le document. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est simplement retenir ça et vous pourrez confronter ces situations-là sur les exercices du TD. Le premier cas, c'est lorsque les pKa successifs d'un même composé chimique sont relativement éloignés. C'est-à-dire si delta pKa, en valeur absolue, est supérieur à 2. Dans ces cas-là, ça veut dire que l'acidité numéro 1 va s'exprimer, mais l'acidité numéro 2 ne va pas s'exprimer. Si on prend l'exemple de l'acide phosphorique, eh bien, ça veut dire que le premier proton va partir. Donc, si vous mettez de l'acide phosphorique dans l'eau, eh bien, vous allez avoir H3PO4 qui va donner H2PO4-. Mais par contre, H2PO4- ne pourra pas être déprotoné. Enfin, sa déprotonation aura lieu, mais de façon infinitésimale, si bien qu'elle pourra être négligée. C'est-à-dire que si les pKa sont séparés, seule la première acidité fixe la valeur du pH de la solution. A contrario, si l'écart entre les pKa est faible, donc si delta pKa en valeur absolue est inférieur à 2, alors le composé va subir une double déprotonation. Alors pour la suite, le paragraphe petit 6, on va quitter maintenant le cas des acides. On a vu tout ce qu'il y avait à voir, les acides forts, les acides faibles, en distinguant plusieurs catégories, et également le cas des polyacides. Concernant maintenant le cas des bases faibles, on pourrait reprendre le cas des bases, on pourrait reprendre tout le raisonnement avec les bases fortes, on l'a déjà vu, puis les bases faibles, les bases très faibles, presque fortes, etc., etc. C'est très long et ça n'apporterait pas grand-chose en compétences supplémentaires, donc on va simplement prendre les résultats précédents, vus sur le cas des acides faibles, et les transposer à ce paragraphe. Donc l'idée serait ici d'obtenir une expression du pH pour une expression littérale dans le cas où on met une unique base faible dans l'eau. Si vous voulez poser votre idée sur un raisonnement concret, imaginez qu'on prenne de l'ammoniac, NH3, et on place cet ammoniac à la concentration initiale grand C. Alors pour la suite, vous avez deux possibilités.
Soit vous voyez les analogies, vous les admettez et pas de problème, vous pouvez fonctionner comme ça, ou alors, eh bien, vous les démontrez. Et dans ce cas-là, ben, vous prenez un brouillon ou éventuellement vous le mettez dans votre feuille de cours et vous réappliquez la méthode de la réaction prépondérante, exactement comme ce qu'on a vu, c'est-à-dire diagramme de prédominance, inventaire des espèces présentes, écriture de la réaction, constante d'équilibre, tableau d'avancement, etc. Par analogie, on a vu que dans le cas d'un acide faible, je vais écrire la formule en bas de façon à pouvoir l'effacer ensuite. Si on a un acide faible mis dans l'eau, on écrit pH égale 1,5 facteur de pK plus PC. Si on est dans le cas d'une base faible, eh bien l'équivalent pour une base du pH, on l'a vu tout à l'heure dans le cas des composés forts, c'est le POH, potentiel d'hydroxyde. Donc on aura potentiel d'hydroxyde égal. La formule va avoir la même tête, puisque pH et POH sont des échelles qui sont inversées. On va donc mettre 1,5 facteur de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va mettre dans quelque chose? Eh bien, pKa, c'est la constante d'acidité. C'est normal, puisqu'on avait un acide. Là, ici, on a une base, donc on va plutôt mettre pKb, la constante de basicité. Et le second terme, c'est un terme expérimental de concentration, eh bien, lui, il ne va pas changer. On aura pOH égale 1,5 facteur de pKb plus PC. Comme je vous le disais précédemment, il est assez rare qu'on vous demande au final une valeur de pOH. On vous demandera plutôt une valeur du pH. Et on sait que pH, c'est égal à pKe plus, pardon, pas plus, mais moins pOH. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le paragraphe grand 1 sur les généralités. pKe vaut 14, et donc on pourrait très bien écrire que pour le cas d'une base faible unique mise dans l'eau pure initialement, on aura pH égale 14 moins 1,5 facteur de pKb plus PC. Donc ces relations, comme je vous le disais, elles étaient autrefois à apprendre par cœur. Là, si vous avez de la mémoire, vous comprenez bien les analogies, vous allez les retenir sans même avoir d'effort à faire, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les apprendre par cœur. La seule chose exigible, c'est savoir appliquer la méthode de la réaction prépondérante. Il nous reste un dernier cas à traiter concernant ce paragraphe. On a vu le cas des acides, le cas des bases. Qu'en est-il si un composé est à la fois un acide et en même temps une base? Donc, dans le paragraphe petit 7, on parle des espèces amphotères. D'abord, un petit point sur le vocabulaire. Je vous rappelle, amphotère, c'est un adjectif. Donc, on dira une espèce amphotère, comme l'eau par exemple. L'eau est une espèce amphotère. Et le nom associé, c'est ampholyte. Donc l'eau est un ampholyte. Alors, concernant les composés amphotères, alors je vous ai pas noté d'exemple, donc je vais vous mettre au tableau ce qu'il faut essayer de démontrer. Le but ici, c'est un petit exercice. Logiquement, il n'est pas très dur. Il se base sur l'application de la méthode de la réaction prépondérante. Donc je vous propose de faire cet exercice. Si jamais vous arrivez à le faire sans problème, eh bien parfait. Si jamais vous avez la moindre hésitation, vous prenez en photo ce que vous avez écrit, vous me l'envoyez et on voit ensemble si c'est correct ou non. Le but, c'est donc c'est un exercice ici, montrer que dans le cas d'une espèce amphotère, le pH est égal à 1,5 facteur de pKa1 plus pKa2. Avec pKa1 et pKa2, les pKa associés aux acidités successives. Pour ça, je vous propose de raisonner sur un exemple concret avec HCO3-, l'hydrogénosulfate. Et donc, on va imaginer qu'on prenne une solution dans laquelle on met de l'hydrogénosulfate. Donc, initialement, on a de l'eau pure. On met de l'hydrogénosulfate, par exemple, sous forme d'hydrogénosulfate de sodium, HCO3- plus Na+. Les ions sodium n'ont aucune réactivité acido-basique. Et on obtient à la fin, après mélange mais avant réaction, HCO3- initial qui vaut grand C et de l'eau pure dans le bécher.
Je finis de vous lancer sur cet exercice. Pour les pKa1 et pKa2, on a dit que pKa1 était associé à la première libération de protons, pKa2 à la deuxième. Donc les couples associés seront les suivants. Pour pKa1, ce sera le couple H2CO3 dihydrogénocarbonate qu'on appelait avant l'acide carbonique HCO3-, hydrogénocarbonate. Et pour pKa2, ce sera HCO3-, CO3, 2-, ion carbonate. Concernant les valeurs numériques de pKa1 et pKa2, elles figurent dans le tableau présent sur le document de cours, dans le paragraphe grand A. Pour terminer cette vidéo, qui portait sur l'application de la méthode de la réaction prépondérante, il nous reste à voir le paragraphe grand 4, dans lequel on va étudier des mélanges. Donc, étude de mélange, on va en voir deux. Le but ici est le suivant. On va considérer qu'on mélange à l'état initial, avant toute réaction chimique, de l'eau, un ou plusieurs acides, une ou plusieurs bases. L'idée, c'est d'avoir donc à l'état initial un mélange plus complexe que ce qu'on avait dans le paragraphe grand 3. Je vous rappelle, dans le paragraphe grand 3, on avait un unique acide, faible ou fort, ou une unique base, faible ou forte, ou un unique ampholyte, ou un unique ampholyte. Dans le cas des mélanges, eh bien, la situation initiale est plus compliquée, elle est un petit peu plus fournie, il y a plus de composés, mais on va voir que l'algorithme de la réaction prépondérante va être utilisable comme un char d'assaut et va nous permettre d'arriver à la bonne réponse. Alors, concernant le premier mélange, on nous dit qu'à l'instant initial, on mélange de l'acide sulfurique, concentration initiale 0,05 mol par litre, de l'ammoniac 0,1 mol par litre, et on nous demande, par application de la méthode de la réaction prépondérante, de calculer la valeur du pH à l'équilibre. Donc vous voyez qu'ici, on va avoir initialement de l'eau, un acide et une base. Donc c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on avait précédemment. Avant de commencer, donc pour ce paragraphe 4.1, je disais avant de commencer, mais on peut commencer avec le diagramme de prédominance. Par contre, gardez bien en tête qu'il y a une espèce qui doit faire tilt dans votre esprit parce qu'elle a une réactivité particulière. Lorsqu'on regarde ce mélange, eh bien, on sait que l'acide sulfurique, c'est un diacide. La première acidité est forte, la deuxième acidité est faible. L'ammoniac, lui, c'est un composé faible. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est se méfier, dans un premier temps, de l'acide sulfurique. Formule chimique H2SO4, vous pouvez noter à côté première acidité forte, deuxième acidité faible. Ça veut dire que lorsqu'on prend de l'acide sulfurique, H2SO4, et qu'on le met dans l'eau, on va obtenir une réaction totale qui va nous donner des ions hydrogénosulfate, HSO4-, et des ions oxonium, H3O+. L'énoncé nous propose de prendre comme concentration initiale pour l'acide sulfurique 0,05 mol par litre. L'eau joue le rôle de solvant et les ions produits sont initialement non présents. À l'état final, puisque la réaction est totale, eh bien, il ne va plus du tout rester du réactif limitant, donc plus du tout d'acide sulfurique, 0 mol par litre. Et on aura donc formé 0,05 mol par litre d'hydrogénosulfate et 0,05 mol par litre d'ion-oxonium. Pourquoi est-ce que j'ai pris un instant pour écrire cette réaction? Eh bien parce que si vous ne l'écrivez pas, vous allez avoir dans votre premier inventaire H2SO4. Cependant, comme H2SO4 est un composé fort, il n'apparaît pas sur le diagramme de prédominance. Et donc, vous n'aurez peut-être pas le réflexe de le considérer. Donc, c'est quelque chose de problématique. Ça veut dire que dans votre raisonnement, dès que vous avez un composé à caractère fort, que ce soit un acide fort ou une base forte, comme la soude ou la potasse, eh bien, commencez par écrire la dissociation totale du composé fort et prenez ensuite l'algorithme de l'ARP. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on écrit le diagramme de prédominance et on va mettre toutes les espèces qui interviennent. Donc, tout en haut à 14, H2O, HO- et la plus basse à 0, H3O+, H2O.
On met ensuite les pK associés au couple de l'ammoniac et de l'ammonium à 9,2. Et regardez, pour l'acide sulfurique, cette première acidité est forte, pas de pK, mais HSO4-, c'est un composé qui possède encore une réactivité d'acide, donc il y a un deuxième couple à prendre en considération, le couple HSO4-, SO4-, et le pK associé à ce couple vaut 1,9. Alors, pour la suite, je vais avoir besoin du diagramme de prédominance à chaque étape. Je vais donc essayer d'écrire relativement petit tout en restant lisible de façon à pouvoir ne rien effacer. Alors, on y va, on applique la méthode de l'ARP, donc on commence par faire le premier inventaire. L'inventaire numéro 1, je vais le réaliser en soulignant en bleu les espèces introduites initialement. Donc, après mélange, mais avant réaction. La seule réaction que je considère avoir été réalisée, c'est celle-ci. Donc, l'eau, c'est le solvant, elle est présente. Des ions sulfate, SO4-, il n'y en a pas de formé ici, il n'y en a pas d'introduit, donc on ne les entoure pas. L'ammoniac, eh bien, ça a été introduit initialement, 0,1 mol par litre, donc, mince, je dis que je soulignais, donc, je souligne, et des ions hydroxydes, il n'y en a pas qui ont été ajoutés, donc on ne les souligne pas. De l'autre côté, des acides, l'eau est présente, les ions ammonium et NH4+, n'ont pas été introduits, donc on ne les souligne pas. Les ions hydrogénosulfate ont été produits par cette réaction, donc on peut les mettre en évidence, et les ions oxonium ont eux aussi été produits, donc je les mets aussi en évidence. À partir de là, eh bien, on y va pour la première réaction prépondérante. Bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait la première. Hein. La première, ce serait celle-ci. Je vais quand même l'appeler RP1, puisque c'est la première du raisonnement que je commence maintenant. Cette première réaction, pour l'écrire, il nous faut trouver la base la plus forte présente. Donc je regarde du côté gauche et je remonte le plus haut. Le composé base le plus fort présent, c'est l'ammoniac, NH3. L'acide le plus fort présent, je regarde maintenant à droite du diagramme et je cherche le plus bas présent, c'est l'ion oxonium, H3O+. Les produits qu'on obtient, eh bien, l'ion oxonium perd un H+, devient donc une molécule d'eau, le H+, est récupéré par NH3 qui devient NH4+. La constante d'équilibre de la réaction prépondérante numéro 1. J'aimerais l'écrire à droite, mais j'ai pas beaucoup de place, je vais l'écrire au-dessus. K01, c'est égal à 10 puissance, plus ou moins, l'écart entre les pK. Est-ce qu'on met le signe plus ou le signe moins? Eh bien, regardons les domaines de prédominance. Pour l'ammoniac NH3, son domaine de prédominance, c'est ici, au-dessus de 9,2. Pour l'ion oxonium, c'est en dessous de 0. Les deux domaines ne se recoupent pas, les espèces sont incompatibles, on met donc 10 puissance plus l'écart entre les pK. Donc 10 puissance plus 9,2. La constante d'équilibre est très grande devant 1, elle est supérieure à 10 puissance 3. On peut donc faire l'hypothèse que cette réaction est totale et faire le tableau d'avancement en mol par litre correspondant. Alors, une fois n'est pas coutume, vu qu'on a des concentrations qui sont relativement simples à écrire, et qu'on a une réaction totale, je ne vais pas raisonner en littéral dans les tableaux d'avancement successifs, je vais raisonner en numérique, de façon à ne pas avoir 36 calculs à poser après chaque tableau. Concernant l'ammoniac, la concentration initialement introduite, 0,1 mol par litre. Pour les ions oxonium, on en a 0,05 mol par litre. Les ions ammonium n'étaient pas présents initialement, et l'eau, c'est le solvant. Pour l'état final, il nous faut déterminer quel est le réactif limitant. Les nombres stoichiométriques valant tous les deux 1. Le réactif limitant, c'est celui qui avait la concentration initiale la plus faible, à savoir l'ion oxonium. Donc sa concentration tombe à 0. Pour l'ammoniac, 0,1 moins 0,05, il nous reste 0,05 mol par litre
d'ammoniac et on va former 0,05 mol par litre d'ion ammonium. Cet état final, que je vais mettre en évidence, eh bien, nous donne une nouvelle composition pour le système. On sait qu'à l'issue de cette première réaction, il ne reste plus du tout d'ion oxonium, il reste encore de l'ammoniac et on a formé des ions ammonium, NH4+. On a donc une nouvelle composition. On peut reprendre l'algorithme en partant maintenant sur l'inventaire numéro 2. Et cet inventaire numéro 2, je vais le faire en mettant des petits astérisques verts près des espèces présentes. On y retourne. On commence du côté des bases. L'eau est présente, c'est le solvant. Les ions sulfates, mais ils n'étaient pas présents à l'étape 1, ils n'ont pas été formés, donc ils ne sont toujours pas présents. De l'ammoniac, il y en a une partie qui a été consommée, mais il en reste. L'ammoniac est présent, je mets le petit symbole. Des ions hydroxydes, ils n'ont pas été formés par l'étape numéro 1, ils n'étaient pas présents à l'inventaire numéro 1, on ne les met pas en évidence, ils ne sont pas là. Du côté des acides, l'eau, c'est le solvant, toujours présent. Les ions ammonium ont été formés par la réaction numéro 1, ils sont donc maintenant présents au moment de l'inventaire numéro 2. Les ions hydrogénosulfate, HSO4-, ils n'ont pas réagi, ils ne font pas partie de la réaction RP1, et ils étaient présents initialement, donc ils sont encore présents. Et les ions oxonium, H3O+, leur concentration tombe à 0, ils sont donc plus présents, je ne les mets pas en évidence. Pour la réaction prépondérante numéro 2, on va donc avoir comme base la plus forte l'ammoniac et comme acide le plus fort les ions hydrogénosulfate. Donc pour la réaction RP2, je vais écrire NH3 plus HSO4-. Réfléchissons au produit qu'on va obtenir. HSO4- perd un H+, il joue le rôle d'acide. S'il perd un H+, il devient SO4-. Le H+ part sur l'ammoniac, NH3 va donc devenir NH4+. La constante d'équilibre de cette réaction, K02, eh bien, c'est 10 puissance plus ou moins l'écart entre les pKa. En l'occurrence, ici, est-ce que les espèces NH3 et HSO4- sont compatibles ou incompatibles? NH3 est stable au-dessus de 9,2, HSO4- en dessous de 1,9. Les deux domaines ne se recoupent pas, les espèces sont incompatibles, on prend le signe plus dans la puissance de 10. L'écart entre les pKa, c'est donc 9,2 moins 1,9, ça nous fait donc 10 puissance plus 5,1. Encore une fois, cette constante d'équilibre est très grande devant 1, supérieure à 10 puissance 3, donc la réaction est supposée totale, et on va faire son tableau d'avancement en mol par litre. À l'état initial de la RP2, eh bien, on correspond à l'état final de la RP1. Pour l'ammoniac, on a donc 0,05 mol par litre. Pour les ions hydrogénosulfate, ils n'interviennent pas dans la RP1, donc on regarde au-dessus, il y en a une concentration 0,05 mol par litre. Pour les ions NH4+, ils intervenaient dans RP1, on en a une concentration 0,05 mol par litre. Et les ions sulfates ne sont initialement ni formés par la réaction RP1, ni par la précédente, donc concentration nulle. On doit déterminer le réactif limitant. Les nombres stöchiométriques valent 1 pour chacun des deux réactifs. On a des concentrations égales pour chacun des réactifs, donc on a un mélange stöchiométrique. Les deux concentrations vont tomber à 0 pour les deux réactifs. Pour le produit, on aura 0,05 plus 0,05 mol par litre, c'est-à-dire 0,1 mol par litre. Et pour les ions sulfates, 0,05 mol par litre. On a donc, à l'issue de la réaction RP2, une nouvelle composition pour le système, celle que j'encadre ici. Vous n'êtes pas obligé de l'encadrer, c'est juste pour le mettre en évidence pour la suite du raisonnement. Et puisqu'on a une nouvelle composition, on passe à un troisième état d'inventaire.
Pour l'inventaire numéro 3, je vais mettre les espèces présentes dans des petits triangles rouges. Alors, du côté des bases, l'eau, toujours présente, je le mets dans un triangle. SO4 2- a été formé par la réaction RP2 dans un triangle. NH3, ce composé a été consommé totalement, il n'est donc plus présent. Lésion HO-, toujours pas présent. Du côté des acides, l'eau, c'est le solvant, toujours présent. NH4+, a été formé par la réaction RP2 et aussi par la réaction RP1, il est donc présent. Les ions HSO4- ont été consommés totalement par la réaction RP2, ils sont plus présents. De la même façon, les ions oxonium ne sont plus présents. La base la plus forte, ce sera donc l'ion sulfate. L'acide le plus fort, l'ion ammonium. On a maintenant les réactifs de la réaction prépondérante numéro 3. Quels sont les produits auxquels on va aboutir? Eh bien, NH4+, perd un H+, pour devenir NH3. Le H+, est récupéré par l'ion sulfate pour devenir l'hydrogénosulfate, HSO4-. Les produits sont donc NH3 plus HSO4-. La constante d'équilibre K03, elle ne se calcule même pas. Il suffit de remarquer que la réaction RP3, c'est l'inverse de la réaction RP2. Par conséquent, K03 est égal à 1 sur K02. Ça vaut donc 10 puissance moins 7,1. Cette réaction n'est pas du tout une réaction totale. Sur l'algorithme que je vous ai proposé, on part maintenant sur l'embranchement qui est à gauche. On va faire un tableau d'avancement de la réaction. Donc, pour les ions ammonium à l'état initial, on en avait ce qui était à l'état final de la réaction RP3, c'est-à-dire 0,1 mol par litre. Pour les ions sulfate, 0,05 mol par litre. Et pour l'ammoniac et l'hydrogénosulfate, 0. À l'état final, pour une réaction qui est peu avancée. Il n'y a pas de réactif limitant. On va donc écrire pour l'ion ammonium 0,1 moins X et pour l'ion sulfate 0,05 moins X. Pour chacun des deux produits, X et X. Puisque la réaction est très peu avancée, eh bien, on peut supposer raisonnablement, puisque la constante d'équilibre est très petite devant 1, on peut supposer que X sera négligeable face à 0,05 mol par litre, et donc, a fortiori, X sera négligeable face à 0,1 mol par litre. Si on tient en compte cette hypothèse, eh bien, on dira que 0,1 moins X, c'est à peu près égal à 0,1 mol par litre pour NH4+, et on aura à peu près égal à 0,05 mol par litre pour les ions sulfates. Ok, pour arriver à déterminer donc la composition finale et en déduire ensuite le pH, vous voyez qu'il faut nous calculer la valeur de X. Cette valeur va nous fixer la valeur de l'ammoniac et également de l'hydrogénosulfate. Pour calculer X, je vais utiliser bien la dernière réaction prépondérante, forcément, et dire que K03, c'est égal, d'après le tableau d'avancement, à X carré et en approximatif sur 0,1 fois 0,05. À partir de là, on isole la valeur de X qui vaut 1,6 fois 10-5 mol par litre. Au passage, on s'arrête un instant. 1,6 fois 10-5 mol par litre, c'est bien... pardon, là ici j'ai marqué inférieur, mais ce n'est pas seulement inférieur, c'est très inférieur. Donc, pensez à corriger ici. Là ici on était à 5-10-2 mol par litre. Si X était très inférieur, il faudrait qu'il soit en dessous de 5-10-3, c'est-à-dire un facteur 10 entre les deux. Là on a quasiment un facteur, une puissance de 10 supplémentaire. Donc
L'hypothèse qu'on a formulée juste au-dessus, elle est validée. Pour obtenir maintenant le pH du système à l'état final, eh bien, il faut se souvenir des relations mathématiques qui nous permettent de calculer le pH. On avait posé ça dans la première vidéo en disant qu'on avait à notre disposition trois formules. La première, la définition pH égale moins log de la concentration en oxonium. La deuxième relation, c'était pH égale 14 moins POH. Et la troisième, c'est la relation de Henderson. La première relation, eh bien, pour l'appliquer, il nous faut connaître la concentration en H3O+. Or, ici, dans la réaction RP3, eh bien, on ne l'a pas. Donc, la définition du pH n'est pas utilisable. La deuxième relation, POH, pour pouvoir l'utiliser, il nous faut la valeur de la concentration en ion hydroxyde. Dans la réaction RP3, les ions HO- n'apparaissent pas. La deuxième relation n'est pas utilisable. Pour la relation de Henderson, eh bien, lorsqu'on considère un couple acide-base AH-A-, de constante d'acidité Ka, on aura pH égale pKa plus log concentration de la base A- sur concentration de l'acide AH. Est-ce qu'on a des acides et des bases conjugués dans la réaction RP3? La réponse est oui. NH4 plus NH3 forment un couple acide-base conjugué. Même chose entre HSO4- SO4-2-. Donc on peut très bien écrire le pH de deux façons. pH égale pK du couple NH4 plus NH3 plus log concentration de la base, c'est-à-dire concentration de NH3 X sur concentration de l'acide H3+, pardon, pas H3+, mais NH4+, 0,1 mol par litre. La valeur de X est connue, le pK est donné, on peut faire une application numérique. On peut aussi écrire le pH en fonction de l'autre couple, ce sera le couple HSO4- SO4 2- plus log concentration de la base, c'est-à-dire 0,05 sur concentration de l'acide X. À partir de ces deux équations, on fait l'application numérique et on trouve comme valeur finale pour le pH un pH de 5,5. On en profite pour faire un petit commentaire en disant que ce pH n'est pas inclus dans l'intervalle 6,5-7,5. On a donc négligé l'autoprotolyse sans même le dire et ce n'est pas un problème. Une fois qu'on a terminé, moi j'ai dû l'effacer mais vous pouvez le faire, ce pH de 5,5, eh bien on le place au niveau du diagramme de prédominance. Donc sur votre diagramme gradué en pH, vous placez la valeur de 5,5 et ensuite vous vérifiez les prédominances. C'est-à-dire que lorsqu'on est à 5,5 pour le couple NH4+, NH3, on est donc en dessous de son pKa-1. Donc on doit avoir la forme acide, NH4+, très largement majoritaire sur la forme basique, NH3. Et c'est bien le cas lorsqu'on regarde les concentrations. Donc ça, c'est une façon de vérifier. Pour l'autre couple, HSO4-, SO4-2-, le pKa vaut 1,9. À 5,5, on est donc au-dessus de pKa plus 1. On doit donc avoir la forme basique très majoritaire sur la forme acide. 0,05 mol par litre pour la base et X, c'est-à-dire presque rien pour l'acide. Encore une fois, c'est bon. Donc là, tous les faisceaux, tous les indices qu'on a forment un faisceau convergent et on est sûr de notre résultat. Il nous reste maintenant à voir un deuxième exemple encore plus complexe. Donc regardez l'énoncé qui se trouve sur le document en bas de la page numéro 7. Donc pour le second mélange, à l'instant initial, on introduit de l'ammoniac à la concentration 0,1 mol par litre, de l'acide acétique, des ions acétate à travers un réactif qui est l'acétate de sodium, les deux à la concentration initiale de 0,05 mol par litre. On met également de l'acide chlorhydrique, 0,025 mol par litre, et on nous demande de déterminer la valeur numérique du pH à l'équilibre en appliquant bien sûr la méthode de la réaction prépondérante. Avant même de commencer le raisonnement, deux réactions sont à écrire. La première, elle concerne l'acétate de sodium. L'acétate de sodium, c'est un composé ionique qu'on pourrait écrire NaOAC, ou alors avec une notation un peu plus explicite, Na+, virgule, AC,
O-. C'est-à-dire que c'est un solide ionique contenant des ions sodium et des ions acétate. Ce composé-là, eh bien, puisqu'on ne nous dit pas qu'il est peu soluble, c'est que par défaut, il va se dissoudre totalement dans l'eau. Et donc, lorsque vous allez mettre une concentration initiale correspondante à 0,05 mol par litre de solide, vous obtiendrez pour les ions sodium 0,05 mol par litre, et pour les ions acétate, même chose, 0,05 mol par litre. Deuxième réaction à écrire, eh bien, elle concerne les composés à caractère fort. Ici, regardez un petit peu la liste. Est-ce que vous arrivez à repérer le composé qui a un caractère fort? Uniquement si vous avez l'œil, vous avez reconnu l'acide chlorhydrique, qui joue le rôle d'acide fort. Ça veut dire que pour l'acide chlorhydrique, la dissociation va être totale dans l'eau, et donc vous allez former une concentration de H3O+, égale à la concentration d'ion chlorure Cl-, égale à la valeur donnée, 0,025 mol par litre. Maintenant que ces choses-là sont posées, on a donc mis en évidence qu'on a introduit des ions acétates dans le mélange et également des ions oxonium. Ok, donc on y va pour l'application de la méthode de la réaction prépondérante, et donc on va commencer par l'inventaire numéro 1. Je vais commencer par faire l'inventaire 1 en soulignant en bleu les espèces introduites dans le mélange. Alors du côté des bases, on a mis de l'eau, des ions acétates, on en a parlé ici, de l'ammoniac, qu'est-ce qu'on en a mis? Oui, 0,1 mol par litre, des ions hydroxyde, non. Du côté des acides, on a mis de l'eau, des ions ammonium, ben, on n'en a pas introduit, par contre on a mis de l'acide acétique, et là ici on voit qu'on a mis des ions oxonium, H3O+. La réaction prépondérante, qu'on va appeler RP1, correspond donc à la réaction entre la base la plus forte présente, l'ammoniac, et du côté des acides, le plus fort présent, c'est H3O+. Donc, NH3 plus H3O+, transfert de protons depuis l'ion oxonium vers l'ammoniac, on obtient NH4+, plus de l'eau. La constante d'équilibre de cette réaction, qu'on va noter K01, elle est égale à 10 puissance plus l'écart entre les pK, puisque les espèces correspondantes aux réactifs sont incompatibles, donc 10 puissance plus 9,2. Par conséquent, on fait l'hypothèse que cette réaction est totale, et encore une fois, pour gagner du temps, je vais faire directement le remplissage du tableau avec les valeurs numériques. À l'état initial, pour l'ammoniac, on en a une concentration 0,1 mol par litre. Les ions oxonium, eh bien, on en a 0,025 mol par litre, c'est ce qu'on a déterminé précédemment. L'ammonium NH4+, n'a pas été introduit, et l'eau joue le rôle de solvant. On ne cherche pas à déterminer sa concentration. À l'état final de cette réaction, il faut déterminer le réactif limitant. Ici, puisque les nombres stoichiométriques valent tous les deux 1, le réactif limitant sera celui pour lequel la concentration initiale était la plus faible. C'est donc l'ion oxonium, dont la concentration tombe à 0. Pour l'ammoniac, il va nous en rester 0,075 mol par litre. Et pour les ions ammonium, on en aura formé 0,025 mol par litre. À l'issue de cette première réaction, on a donc une nouvelle composition, imposée donc par la ligne du bas du tableau d'avancement. On peut donc faire un nouvel inventaire. Pour l'inventaire numéro 2, je vais mettre des petits astérisques verts près des espèces présentes, et je regarde du côté des bases. On a mis de l'eau, les ions acétates n'ont pas encore réagi, donc ils sont toujours présents. L'ammoniac, il en reste, donc on le met en évidence. Des ions hydroxydes, il n'y en a pas qui ont été produits, donc ils ne sont pas présents. Et du côté des acides, l'eau est présente. NH4+ a été formé par la réaction, donc on le met en évidence. L'acide acétique, eh bien, il a été introduit initialement, il n'a pas encore réagi, donc il est encore présent. Et des ions oxonium, H3O+, eh bien, à l'état final de la RP1, il n'y en a plus.
Donc, pour la réaction prépondérante numéro 2, l'acide le plus fort, pardon, la base la plus forte, ce sera l'ammoniac. L'acide le plus fort, l'acide acétique. La réaction qui va avoir lieu entre les deux va donc s'écrire ACOH plus NH3. L'acide transfère un proton vers l'ammoniac et on obtient un ion acétate, ACO- plus un ion ammonium, NH4+. La constante d'équilibre associée, on va la noter K02. Et la valeur numérique, ce sera 10 puissance plus ou moins l'écart entre les pK. L'acide acétique, son domaine de prédominance, c'est en dessous de 4,8. Pour l'ammoniac, son domaine de prédominance au-dessus de 9,2. Les deux domaines ne se recoupent pas, les espèces sont donc incompatibles. C'est donc 10 puissance plus l'écart entre les pK qu'il va falloir mettre, c'est-à-dire 10 puissance plus 4,4. Donc comme tout à l'heure, la réaction va être considérée comme une réaction totale. J'ai oublié de l'écrire ici, je vais le rajouter en petit, que les bilans de matière sont faits en mol par litre. Et donc pour l'état initial de la réaction RP2, l'acide acétique, ça correspond à ce qu'on a introduit initialement, vu qu'il n'y a pas encore eu de réaction, c'est-à-dire 0,05 mol par litre. Pour l'ammoniac, eh bien c'est ce qu'il nous reste à l'issue de la RP1, 0,075. Pour les ions acétates, c'est ce qu'on a introduit initialement, vu qu'ils n'ont pas encore réagi, c'est-à-dire 0,05 mol par litre. Et pour les ions ammonium, NH4+, eh bien, c'est ce qu'on avait à l'issue de la RP1, 0,025. Puisque la réaction RP2 est considérée comme totale, il faut déterminer le réactif limitant. Ici, ce sera l'acide acétique. On va donc avoir pour ce composé 0 mol par litre à l'état final. Il va nous rester pour l'ammoniac 0,025 mol par litre. On aura formé 0,10 mol par litre d'ion acétate et 0,075 mol par litre d'ion ammonium. On a maintenant une nouvelle composition pour le système. On va donc passer à une nouvelle étape de bilan. Et donc, je vais entourer en noir les espèces présentes pour l'inventaire numéro 3. Alors, du côté des bases, l'eau est présente. Les ions acétates, on regarde ici 0,1 mol par litre, ils sont présents. L'ammoniac, 0,025 mol par litre, il y en a encore. Et du côté des acides, l'eau est bien sûr présente. Les ions ammonium et NH4+, 0,075 mol par litre, ils sont présents. L'acide acétique, 0 mol par litre, donc il n'y en a plus. Donc, à l'issue de l'inventaire numéro 3, la base la plus forte présente, c'est l'ammoniac. L'acide le plus fort présent, l'ion ammonium. Et la réaction RP3 va donc avoir lieu entre les deux. Donc, NH4+, joue le rôle d'acide, il transfère un proton vers la base. On va donc obtenir comme produit, eh bien, NH3 devient NH4+, et NH4+, devient NH3. Donc finalement, la constante d'équilibre K standard 3, elle est égale à 1. Il n'y a plus d'évolution macroscopique du système. À partir de là, eh bien, vu qu'il n'y a plus d'évolution, ça veut dire que toutes les concentrations qu'on avait à l'issue de la réaction RP2 fixent la composition, et donc on peut les utiliser pour calculer le pH final. Étant donné qu'on n'a pas la valeur de la concentration en ion oxonium dans le tableau RP2, on ne peut pas utiliser la définition du pH. On n'a pas l'hydroxyde, donc on ne peut pas utiliser non plus le pOH. On doit forcément utiliser la relation de Henderson. Et là, ici, on voit que pour le couple acide acétique ion acétate, on n'a pas la concentration d'acide acétique. Par contre, on a la concentration
de l'ion ammonium et de l'ammoniac. Donc on va prendre ce couple-là. On dira que le pH est égal au pKa du couple NH4 plus NH3 plus logarithme concentration de la base, c'est-à-dire 0,025 mol par litre, sur concentration de l'acide, c'est-à-dire 0,075 mol par litre. On trouve donc au final une valeur de pH de 8,7. On est encore une fois en dehors de l'intervalle 6,5,7,5, donc l'autoprotolyse peut être négligée, pas de problème. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on place cette valeur sur le diagramme de prédominance de façon à vérifier que les prédominances sont bonnes. Donc si on est à 8,7, on va se trouver ici. En ce qui concerne le couple de l'acide acétique et de l'ion acétate, eh bien, on est très largement au-dessus de pKa plus 1, donc on doit avoir de façon très majoritaire la base. Et là ici, vu qu'on a fait l'approximation que, l'hypothèse, qui est l'hypothèse à faire dans l'algorithme de la méthode de l'ARP, vu qu'on a fait l'hypothèse que la réaction était totale, on a ici 0. En toute rigueur, on n'aurait pas 0 mol par litre pour l'acide acétique, mais une petite quantité. On pourrait déterminer cette quantité, comme on l'avait vu, en considérant que cette réaction revienne un tout petit peu en arrière, et on détermine ensuite le epsilon qui apparaît ici. En ce qui concerne le couple NH4 plus NH3, eh bien, on est en dessous du pKa, donc l'acide doit être prédominant, c'est-à-dire au-dessus de 50%, mais pour autant, on n'est pas en dessous de pKa moins 1. Donc, on doit avoir plus d'acide que de base, mais des proportions assez... la base n'est pas négligeable par rapport à l'acide, et en effet, si on regarde ce qu'on a mis ici pour les concentrations, ou bien ce qui apparaît là, on a 3 fois plus d'acide que de base, donc tout ça va dans le bon sens, on est sûr du résultat qu'on fournit ici.